Monsieur le président de la commission, monsieur le ministre, chers collègues, mes chers collègues démocrates venus nombreux, merci beaucoup d'être là. Mes chers collègues dans les travées, la négociation du traité pour la protection de la biodiversité en haute mer, dit BBNJ, aura été une longue route, pour reprendre le titre du livre dans lequel Bernard Moitessier raconte son tour du monde en solitaire et le temps long des circumnavigations. À cette différence près que le BBNJ n'est pas une aventure solitaire mais collective. Une aventure débutée il y a 20 ans lorsque les États membres de l'ONU ont commencé à s'interroger sur la nécessité de compléter la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer pour mieux prendre en compte les enjeux de protection des écosystèmes marins du fait de la protection des activités humaines en haute mer. Là où Montego Bay s'attache surtout à lutter contre la pollution aux hydrocarbures, l'accord BBNJ permet de prendre en compte l'ensemble des défis et des menaces pesant sur cet espace situé hors de toute juridiction nationale à 200 000 nautiques de nos côtes. Pêche illégale, surpêche, exploration et peut-être demain exploitation des fonds marins, transport maritime, le BBNJ permettra de traiter tous ces enjeux dans une même enceinte, non pas pour se substituer aux instruments juridiques existants, Monsieur le Président, qu'ils soient régionaux comme les organisations de pêche ou sectoriels comme l'OMI et l'AIFM, mais pour coordonner leur action au bénéfice de la biodiversité. Le BBNJ devrait ainsi mettre fin à une extrême fragmentation du cadre juridique applicable à la haute mer et aux grands fonds. L'accord est constitué de 4 grands piliers. 1. Le partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques marines. 2. La création d'outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées. 3. L'obligation d'études d'impact pour les activités humaines. 4. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines au profit des pays en développement. L'accord organise donc le partage juste et équitable des avantages monétaires et non monétaires, c'est-à-dire principalement le transfert des savoirs et des compétences qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques marines. Si ce sujet est éminemment technique et sans doute moins médiatique que celui des aires marines protégées, ce n'est pas pour autant qu'il ne constitue pas le centre de la négociation. En effet, certains organismes marins possèdent des caractéristiques uniques qui pourraient déboucher demain sur des innovations significatives et des avantages commerciaux réels pour de multiples filières. Toutefois, faute de moyens suffisants, la plupart des pays en développement ne participent pas à ces efforts de recherche et n'en tirent a fortiori aucun bénéfice. Ensuite, l'accord ouvre la possibilité de créer des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées en haute mer. Celle-ci existait certes, mais uniquement dans le cadre des accords régionaux, n'engageant de facto que les seuls États parties. L'accord innove aussi par la mise en place d'un nouvel outil de gestion à la majorité qualifiée pour éviter les blocages. Il s'agit là d'une innovation remarquable qui s'éloigne de la pratique en vigueur dans les institutions onusiennes. En contrepartie, les États disposeront d'un droit d'objection leur permettant de ne pas être liés par une décision prévoyant la création d'un outil de gestion par zone, à la condition cependant qu'il le justifie. En haute mer, comme dans les zones économiques exclusives, je souhaite la création d'aires marines sous protection stricte ou intégrale, c'est-à-dire qui exclut par principe toute activité extractive. La communauté scientifique internationale nous dit que seul ce niveau de protection est à même de protéger ou restaurer les écosystèmes marins. Il ne s'agit pas de mettre la mer sous cloche, mais de garantir un niveau de protection optimal des zones les plus fragiles. En France, nous nous sommes fixé l'objectif de 10% d'aires protégées de ce type. Les quelques exemples qui existent en France ou à l'étranger montrent que les premiers à en bénéficier sont les pêcheurs parce qu'elles favorisent une abondante et nouvelle de la ressource. Il reviendra aux États, lors des futures conférences des parties, de définir le processus de création de ces AMP en haute mer. Tout reste à construire à partir de l'outil dont nous disposons maintenant. Ces COP devront aussi préciser comment le contrôle, le respect de ces aires éloignées de tout, assurément le contrôle satellitaire, y jouera un rôle prépondérant. L'accord introduit également une obligation pour les États parties de réaliser une étude d'impact chaque fois qu'une activité engagée sous sa juridiction et ayant un impact en haute mer ou menée directement en haute mer peut entraîner une modification importante et néfaste du milieu marin. Le grand intérêt de cette disposition tient au fait qu'elle prend en compte l'impact cumulé et écosystémique de telles activités.
Enfin, le BBNJ prévoit le transfert de technologies marines dans le but de développer et de mieux partager les connaissances sur la conservation et l'utilisation durable des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, notamment des États développés vers les États en développement. Vous le voyez, l'accord est ambitieux, il est historique, il est le fruit de nos efforts collectifs. Je veux à ce propos rendre hommage appuyé au personnel des ministères et de la Commission européenne qui ont été toutes ces années la cheville ouvrière de la négociation et le porte-voix de nos ambitions. Je n'oublie pas l'important travail de conviction et de mobilisation réalisé par les ONG et de la communauté scientifique en vue d'obtenir l'accord le plus ambitieux possible. Qu'ils soient tous et toutes assurés de la gratitude de notre Assemblée pour leur contribution à la réussite de cet accord. 20 années de diplomatie, 20 années de labeur, mais il faut, je crois, imaginer Sisyphe heureux, en ce jour, heureux de s'inscrire dans la quête du bien commun, heureux de voir ses efforts être récompensés, mais toujours soucieux de poursuivre le travail engagé et plein d'espoir quant aux réalisations rendues possibles par cet accord historique. L'enjeu immédiat est celui de sa ratification par 60 pays qui en sont signataires. Il pourra alors entrer en vigueur et nous pourrons commencer à négocier le fonctionnement précis de ces mécanismes. La Convention de Montego Bay est entrée en vigueur 12 ans après sa signature. C'est un délai que nous ne pouvons plus nous permettre aujourd'hui. L'océan, régulateur du climat, puits de carbone, n'y survivrait pas. Acidification, réchauffement, désoxygénation, eutrophisation, montée des eaux, pollution plastique, disparition de la biodiversité, dégradation des écosystèmes. L'urgence est réelle et les défis sont immenses. En engageant le processus de ratification du BBNJ, la France s'inscrit dans le mouvement initié par les Palaos, le Chili, les Seychelles, Belize et Monaco, dont je salue l'engagement pour la protection de l'océan. Je salue et remercie en particulier son Excellence l'ambassadeur du Chili de sa présence en tribune. Il nous faut maintenant l'accélérer pour espérer atteindre le nombre souhaité des ratifications pour la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra en juin 2025 à Nice. Notre diplomatie y travaille, et notamment notre formidable ambassadeur au pôle et aux enjeux maritimes. Nous aussi, en votant ce texte à l'unanimité, nous nous montrerons dignes de l'identité et de l'ambition maritime de la France et nous appellerons les autres États à entreprendre eux-mêmes la ratification du BBNJ. En 2021 déjà, l'Assemblée avait adopté à l'unanimité la résolution appelant à un accord ambitieux. Nous l'avions présentée avec notre ancienne collègue de Polynésie française, Maïna Sage. Cette cause avait aussi bénéficié du soutien sincère et bienveillant de Marielle de Sarnez, alors présidente de la Commission des Affaires étrangères, de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Nous répondions aux soucis des diplomates et des ONG qui regrettaient le manque de visibilité médiatique et de portage politique d'une négociation pourtant fondamentale dans l'avenir de l'océan de la planète. Souci, je le sais, partagé par notre collègue Delphine Batho lorsqu'elle était ministre de l'écologie sous une autre majorité. Je remarque que la protection de l'océan fédère par-delà les appartenances partisanes. Nous y sommes tous sensibles et c'est notre honneur de savoir nous rassembler pour le défendre. Notre honneur à tous ou presque, puisque les députés européens du Rassemblement national, le candidat Jordan Bardella en tête, ont très récemment voté contre la ratification du BBNJ au Parlement européen. L'impulsion politique de très haut niveau attendue par les ONG et les négociateurs est venue du président de la République Emmanuel Macron. Le ministre Hervé Berville l'a évoqué. Le One Ocean Summit de Brest, organisé en mars 2022, dans la dernière ligne droite de la négociation, a été déterminant pour aboutir à cet accord ambitieux. Monsieur le ministre, le dossier est maintenant entre vos mains. Merci de porter avec autant de conviction et d'engagement la voix de la France et des océans. Je suis heureux d'appartenir à une majorité qui a fait de la mer une de ses priorités. Diminution effective de nos émissions de gaz à effet de serre, lutte contre la pollution plastique, soutien à la décarbonation du transport maritime, financement de la recherche océanographique, interdiction de l'exploitation des hydrocarbures en mer, recherche d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, voilà quelques-uns des grands chantiers que nous avons menés depuis 2017. Sur tous, il nous faut rester vigilants et renforcer notre action autant que nécessaire. Je pense notamment à la pollution plastique sur la base du rapport d'évaluation de la loi AGEC présenté ce matin en commission du développement durable. Il reste aussi des dossiers qu'il nous faut prendre à bras le corps. Je pense cette fois à la pêche dont une révolution est attendue au bénéfice tant des pêcheurs que des écosystèmes marins. Monsieur le ministre, chers collègues, la route est encore longue et sa destination incertaine. Mais quand le doute nous gagne, il faut relire Moitessier.
Ciel limpide, coucher de soleil, couleur de sang, couleur de vie, sur une mer étincelle de puissance et de lumière, vous donne toute sa force, toute sa volonté. Alors on sait pourquoi on continue, on sait pourquoi on ira jusqu'au bout. Je vous remercie.